savez, entre un yacht de luxe et le pare-choc de notre voiture, il y a un secret de fabrication commun, les matériaux composites. Aujourd'hui, on va justement ouvrir le guide stratégique qui explique comment ces objets si différents sont en fait fabriqués. C'est un petit voyage au cœur de l'ingénierie moderne. Et voilà la question centrale, celle qui va nous guider. Imaginez, d'un côté, une pièce unique, massive, comme la coque d'un bateau. De l'autre, une production de masse, des millions et des millions de pièces auto. Pourtant, à la base, ce sont les mêmes matériaux, les composites. Alors, comment est-ce possible? Allez, on plonge dans le sujet. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un matériau composite. En fait, c'est assez simple. On prend un renfort, le plus souvent des fibres de verre, et on vient l'enrober dans une matrice, qui est une sorte de colle, une résine comme le polyester. Le résultat, c'est un nouveau matériau qui est à la fois plus costaud et plus léger que ces deux composants pris séparément. C'est une vraie synergie, où le tout est bien plus que la somme de ses parties. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir. Ok, première section. Ici, on va s'intéresser à la fabrication presque artisanale mais à très grande échelle. On parle de procédés manuels, parfaits pour créer des pièces uniques ou en toute petite série. Pour bien se figurer la méthode la plus fondamentale, ce qu'on appelle le moulage au contact, l'image du papier mâché est juste parfaite. On se souvient tous de ça à l'école, des couches de papier, de la colle. Eh bien là, c'est exactement la même idée, mais on remplace le papier par de la fibre de verre et la colle par de la résine pour construire la forme qu'on veut, couche après couche. Le processus en lui-même est très direct. On commence par déposer le tissu de fibres sèches dans un moule. Ensuite, on vient appliquer la résine liquide par-dessus, au pinceau ou au rouleau. L'étape vraiment cruciale, c'est là. Il faut bien s'assurer que chaque fibre est imprégnée et surtout, chasser la moindre bulle d'air. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à laisser sécher. C'est un vrai travail d'artisan où la qualité finale dépend à 100% du savoir-faire de l'opérateur. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette méthode? Elle est absolument imbattable pour des pièces uniques et très grandes, comme les coques de bateau, ou pour faire des prototypes rapidement. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'outillage, le moule, peut être fait à très bas coût en bois ou en plâtre. Le gros inconvénient, par contre, c'est que la qualité, elle repose entièrement sur le talent de la personne qui fabrique la pièce. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ces procédés manuels, il y a des nuances. La règle d'or des composites, c'est simple. Plus il y a de fibres, plus la pièce est solide. Ce graphique le montre bien. Avec une simple projection de fibres, on est autour de 35%. Le moulage au contact classique, on monte à 40%. Mais si on utilise des tissus pré-imprégnés où la résine est déjà intégrée de façon hyper contrôlée, là on peut grimper jusqu'à 60%. Et ça donne des pièces beaucoup plus performantes. Allez, on change complètement le décor. On quitte l'atelier pour rentrer dans l'usine de production de masse, là où les mots d'ordre sont vitesse et répétitivité. Le premier de ces procédés à haut volume, c'est le moulage par compression. Et là, l'image du gaufrier, elle est parfaite. On a deux gros moules en métal qui s'emboîtent, on met la matière au milieu, on ferme, on chauffe et on presse avec une force colossale. Pour être un peu plus précis, ça se passe comme ça. On prépare une charge, une dose bien précise de composite, qu'on place dans la partie inférieure du moule, qui est déjà chaude. La presse se ferme et là, sous l'effet de la chaleur et de la pression, la matière devient fluide et va remplir le moindre recoin du moule. En quelques minutes à peine, c'est dur, c'est parfaitement formé, et hop, on éjecte la pièce. Le cycle est incroyablement rapide. L'autre géant de la production de masse, c'est le moulage par injection. Ici, on change d'analogie. Il faut plutôt imaginer un pistolet à colle chaude, mais version industrielle, surpuissant, qui injecte du plastique fondu à une pression phénoménale. Alors, compression ou injection, comment on choisit? C'est simple, le moulage par compression, c'est le roi pour les résines qu'on appelle thermodurcissables. Et c'est génial pour des pièces assez grandes et très robustes. Le moulage par injection, lui, c'est le monde des thermoplastiques. On l'alimente avec de simples granulés et il excelle pour produire à des cadences folles des pièces plus petites mais avec une géométrie incroyablement complexe. Et quand on parle de cadence folle, il faut s'accrocher. Ce chiffre donne le vertige. Une seule machine de moulage par injection peut sortir plus d'1 million de pièces en un an. C'est juste l'échelle de l'industrie automobile mondiale, des milliards d'objets du quotidien qui nous entourent. Mais attendez, il existe une troisième voie. Une voie qui n'est ni manuelle, ni un moulage pièce par pièce. C'est un procédé assez unique qui, lui, fonctionne en continu. La meilleure image pour comprendre la pultrusion, c'est vraiment celle d'une machine à pâte. On alimente la machine en continu d'un côté et de l'autre, il en sort un produit fini, toujours avec la même forme, sur des kilomètres si on veut.
Le nom pultrusion vient du verbe anglais to pull, qui veut dire tirer. Et c'est exactement le principe. On a des bobines de fibres qui sont déroulées et tirées à travers un bain de résine. Une fois qu'elles sont bien imprégnées, ce paquet de fibres est tiré à travers une filière en métal chauffé. C'est là que la pièce prend sa forme et durcit. À la sortie, on a un profilé continu qu'on n'a plus qu'à couper à la bonne longueur. Pensez aux cadres de fenêtres, aux piquets de tentes ou aux poutres légères pour la construction. Bon, on a fait le tour des 3 grandes familles de procédés. Maintenant, il est temps de tout rassembler pour comprendre la logique derrière le choix d'une méthode plutôt qu'une autre. Et voilà, notre guide stratégique. Ce tableau, en fait, il résume tout. Pour un petit volume et de très grandes pièces, le moulage au contact est le roi grâce à son coût d'outillage dérisoire. Pour un gros volume de pièces complexes de taille moyenne, on va plutôt vers la compression. Si le volume devient carrément extrême et que les pièces sont petites et pleines de détails, là, l'injection est la seule solution, même si le moule coûte une fortune. Et enfin, pour des kilomètres de profilé, c'est la pultrusion sans hésiter. Cette citation le dit parfaitement pour les faibles volumes. Le mot-clé, c'est la flexibilité et le faible investissement. C'est ça qui rend possible la construction d'un yacht sur mesure ou le prototype d'un avion. Et à l'exact opposé, cette autre citation nous rappelle la puissance de la production de masse. C'est cette capacité qui a permis au composite d'être partout, dans nos voitures, nos appareils électroniques, nos maisons. Et donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas de meilleur procédé dans l'absolu. La coque du yacht et le pare-choc sont tous les deux des produits parfaitement optimisés. Le choix du procédé, au fond, ce n'est pas qu'une question technique. C'est une vraie décision stratégique, un arbitrage entre le nombre de pièces à produire, leur complexité, le budget disponible et leur taille. En fait, chaque méthode qu'on a vue ouvre un champ des possibles complètement différent. La vraie question, ce n'est donc plus seulement comment c'est fait, mais plutôt, maintenant qu'on a ce guide en main, quelles nouvelles innovations, quels produits incroyables va-t-on enfin pouvoir imaginer et construire demain ?